Salut les game devs, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite la bienvenue dans ce 10e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Et donc ici on se retrouve dans la troisième partie d'un tuto qui est dédié à la création d'un système d'armes pour notre personnage Wraith. Alors, dans les deux premières parties, nous avons implémenté le fait de jouer une animation lorsqu'on tire, le fait aussi de détecter si on touche le corps d'un ennemi ou sa tête. Et dans cet épisode-ci, nous allons nous attarder sur l'implémentation de tout ce qui est cosmétique. Donc on va ajouter un premier système de particules sur le museau de l'arme lorsque Wraith va tirer. Ensuite, nous allons ajouter aussi un système de particules d'impact lorsque le projectile va toucher des surfaces. Donc on peut même détecter, là ici, on a un système de particules qui est joué lorsqu'on touche le sol ou les murs, et on peut même détecter, si on touche un corps, on va jouer un autre système de particules. On va mettre aussi en place un projectile, là on le voit pas forcément partir parce que le projectile va super vite, et aussi on va ajouter des sons, donc un son de tir et un son que Wraith va faire lorsqu'il va tirer. Donc là, j'ai volontairement retiré le son sur cette vidéo parce que je pense que ça va exploser vos oreilles tout simplement. Faites-moi confiance, c'est des jolis sons. Et donc voilà. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Evan, et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30 heure de France, mais étant donné les circonstances actuelles, peut-être que ça change un petit peu le temps que tout ça se passe et qu'on retourne à la normale. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, donc ici, on se retrouve dans le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. Et donc, pour rappel, on a implémenté un système de line trace qui permettait de détecter si on touchait le corps de l'ennemi ou sa tête pour faire des headshots tout simplement. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la série depuis le début, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description. Ça vous permettra de mieux comprendre tout ce qu'on aborde dans les différents épisodes. Donc, ici, avant de continuer, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, si vous allez dans le dossier Paragon Wraith, dans FX, Particles, Abilities, Primary et FX, vous pouvez voir qu'on a différents FX qui ont été créés sur cascade pour Wraith. Donc là, par exemple, je viens d'ouvrir le Primary Muzzle Flash. Donc le Primary Muzzle Flash, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux système de particules qui apparaît sur le museau de l'arme lorsqu'on va tirer. Alors, ça me permet d'aborder un petit sujet. Peut-être que certains d'entre vous vont croire que nous allons faire du Niagara dans cet épisode, et malheureusement, ça ne va pas être le cas, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je suis dans la version 4.25 Preview 5 d'Unreal Engine, et du coup, Niagara n'est pas encore sorti de son état expérimental. Et étant donné que ça bouge beaucoup ces derniers temps en termes d'interface et de fonctionnement et tout, je préfère attendre que tout ça se stabilise pour reprendre des tutos sur Niagara tout simplement. Ne vous inquiétez pas, il y en aura encore sur la chaîne dès que la V1 de Niagara sera sortie. Donc maintenant, nous allons commencer à implémenter tout ce que nous avons à implémenter. Donc dans le dossier core, ici, si j'ouvre le AC underscore Gun, donc l'actor component qui s'occupe de tirer des projectiles, si vous vous rappelez bien, nous avons implémenté ici la partie Apply Point Damage qui permettait de faire des dégâts à un ennemi qui aurait été touché par un projectile. Donc là, nous allons délocaliser ce code dans un autre blueprint qui va être dédié justement à la création de ce fameux projectile. Donc là, pour commencer, je vais aller ici dans le dossier core, je vais faire un clic droit, blueprint class, je vais choisir un acteur et je vais appeler ça hop, BP underscore primary projectile. Alors pourquoi est-ce que je veux délocaliser? C'est tout simplement pour avoir un petit peu plus de logique, dans le sens où on a un projectile qui aura une apparence de projectile, et ça me semble logique que ce soit le projectile qui fait des dégâts et pas l'arme vraiment. Donc je vais commencer d'abord par brancher quelques petits VFX tout simplement. Donc ici dans Add Component, je vais venir chercher un Particle System. Donc ça me permet de brancher ici un système de particules. Donc là pour le coup c'est cascade. Donc je vais taper Primary Trail et je vais prendre le P Wraith Primary Trail. Donc si je clique dessus, vous pouvez voir qu'on a donc notre projectile qui apparaît ici. Donc là c'est le projectile que l'arme va tirer lorsque nous allons utiliser cette arme. Dans l'Event Graph maintenant nous allons implémenter le Muzzle Flash. Donc le Begin Overlap et l'Event Tick, je les supprime parce qu'on n'en a pas besoin pour le coup. Mais par contre, au Begin Play, lorsque le projectile va apparaître, on va jouer un son.
Et en plus de ça, on va jouer un système de particules. Ce projectile-là, plus tard, on va le faire apparaître sur le museau de l'arme. Donc, si au begin play, on prend la position du projectile, c'est-à-dire qu'on prend aussi la position du museau de l'arme. Alors, pour le son, je vais utiliser un son que j'ai récupéré sur Internet. Vous allez trouver dans la zone de description un lien qui va vous emmener vers ce fichier audio. Là, d'ailleurs, ça va vous l'envoyer vers le site gamesound.xyz. C'est un excellent site pour récupérer des sons qui sont souvent libres de droit. À vous de vérifier quand même les licences pour les utiliser dans vos propres projets. Donc ici, dans le dossier Funky Shooter AAA, je vais faire un nouveau dossier. Je vais appeler ça audio. Et je vais venir glisser le fichier son que j'ai téléchargé. Voilà. Donc ce son-là, bon, pour rappel, j'ai coupé un peu le son ici, je vous laisse le découvrir. C'est le son Future Weapon 3 Assault Rifle Shot Single 4. Je vais mélanger du français et de l'anglais, c'est génial. Et donc dans le Primary Projectile ici, je vais faire appel à un Play Sound at Location. Donc le son que je vais jouer, c'est ce fameux son-là, donc je le sélectionne et je peux venir cliquer ici sur la petite flèche pour qu'il soit glissé là directement. Et à quel endroit est-ce que je vais le jouer? Je vais le jouer justement à l'endroit où se trouve le player. Je fais un clic droit, Get Actor. Je vais prendre Transform tant qu'à faire. Transform, je fais un Split Struct Pin et je vais brancher le Location ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris un Transform? C'est tout simplement parce que nous allons également faire apparaître un système de particules. Donc ce système de particules, on va le faire apparaître ici. Hop, Spawn Emitter at Location. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire apparaître un émetteur à une position donnée avec une rotation et un scale donné. Donc tout le reste auto-destroy permet en fait de détruire le système de particules une fois qu'il a fini de jouer. Donc ici, nous allons faire apparaître le muzzle flash justement. Dès qu'il a fini d'apparaître, on le supprime, on n'a plus besoin de le garder directement en mémoire. Et donc ça, c'est plutôt pratique. Donc je vais brancher le Get Actor Location ici et le Get Actor Rotation ici. Comme ça, on oriente le muzzle flash en fonction de la position et de l'orientation du projectile. Alors, je crois que j'ai oublié ici de changer quelques valeurs. Donc le volume multiplier, je vais le mettre, si je ne me trompe pas, c'est à quelque chose comme 0,2 parce que le son est plutôt fort, vous allez voir. Et le start time, je vais commencer à 0,3 secondes pour avoir vraiment le son que je veux. Donc pour rappel, vous trouverez un lien dans la zone de description pour télécharger le même son que moi. Et ici, dans l'emitter template, je vais faire appel au muzzle primary muzzle flash. Donc là, je compile ça. Et donc maintenant que c'est fait, on va aller récupérer le code qui est dédié aux différents dégâts. Donc là, je vais aller dans le AC Wraith Gun. Je vais sélectionner ce code-là. Hop, le Apply Point Damage avec le Base Damage Amount et tout ça. Donc c'est placé pour info au Fire Primary Gun. Est-ce que je coupe? Ouais, je pense qu'on peut couper, il n'y a pas de souci. Tac. Et je vais venir coller ici. Voilà. Je prends le commentaire. Je ramène ça là. Et donc là, maintenant que j'ai le Apply Point Damage, je vais venir faire un clic droit ici, Create Base Damage Amount. Donc pour rappel, ici ce sont les dégâts de base que le projectile fait. Donc je compile et je vais lui donner une valeur de 5 parce que c'était la valeur que nous avons donnée au début. Et là, pour le caractère, plutôt que de faire passer une référence du personnage au projectile lorsqu'il va apparaître, on va utiliser une petite astuce, et je vais supprimer ça. Et je vais faire appel à deux nœuds. Alors, c'est le getInstigator et getInstigator Controller. Alors, donc, le Instigator Controller, je vais brancher dans l'Event Instigator, et Instigator dans Damage Causer. Qu'est-ce que je viens de faire? En fait, le Instigator, c'est un paramètre qu'on peut donner lorsqu'on fait apparaître un acteur dans le monde. Donc, vous allez voir ici que lorsque je vais faire appel à la fonction Spawn Actor from Class, si je déplie ça, on a le owner, mais on a aussi l'instigator. Donc, je vais prendre BP Primary Projectile ici. Hop, vous voyez bien qu'on a l'instigator qui apparaît. Donc,
L'avantage, c'est que dans l'instigator, ici, je vais pouvoir donner directement une référence vers mon caractère. Donc, je vais brancher ça là. Et en fait, ici, le fait de récupérer le getInstigator, ça récupère le personnage, donc le caractère, celui qui fait les dégâts. Et le instigator controller, c'est le contrôleur du caractère, justement, qui lui a initié le apply point damage. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à créer une variable avec le hit result ici. Je vais faire un clic droit, promote to variable, je vais appeler ça hit info, et je vais le brancher aussi ici dans le hit info du apply point damage. Alors, là, je vais créer un événement, custom event, et je vais appeler ça trigger hit. Cet événement-là, il va être appelé une fois que le projectile sera arrivé à destination. Donc, lorsqu'il va arriver à destination, on va lancer le hit info directement sur l'acteur qui a été touché par le projectile. Et donc là, maintenant que nous avons fini de traiter ça, nous allons revenir sur cet événement un petit peu plus tard pour le finaliser, parce qu'il faudra faire apparaître les différents systèmes de particules. On va aller du côté du component RaveGun pour finaliser l'appel à cette fameuse fonction spawnActor from class. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction-là, elle permet de faire apparaître un acteur dans le monde, et en fait, c'est grâce à elle que nous allons faire apparaître notre projectile qui, lui, ensuite, va avoir ses propres propriétés pour se déplacer, faire des dégâts et des choses comme ça. Donc là, il y a un truc à corriger dans le code, c'est que ici, le find hit in world from crosshair, c'est lui qui lançait justement le line trace. D'ailleurs, on va retirer dans la fonction le line trace by channel, on va mettre à none le draw debug type. Comme ça, au moins, on n'aura plus de trace qui va apparaître lorsqu'on va tirer. Ensuite, dans l'event graph, ici, peu importe qu'on ait touché quelque chose ou pas, on aimerait que le projectile parte quand même. Donc du coup, cette partie-là, hit something, avec le branch qui partait en true comme ça ici, on va la supprimer tout simplement parce que cette fois-ci, on veut que le projectile parte dans tous les cas, même si on n'a rien visé, même si on vise le ciel, on veut que le projectile parte en direction du ciel. Donc je vais supprimer ça. Ensuite, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que il faut qu'on puisse balancer au projectile les informations de hit. Où est-ce qu'il doit aller et qu'est-ce qu'il doit toucher. On va corriger ces deux points-là. Du coup, je retourne dans mon primary projectile ici. Et donc, le premier truc qu'on va corriger, c'est qu'on va prendre le hit info. On va cliquer sur le petit œil là pour dire qu'il est éditable et on va aller sur le expose on spawn. Je vais compiler ça. Et donc là, si je reviens dans le component AC RaveGun, si je fais un clic droit sur ça, et que je fais un refresh, vous pouvez voir que cette fois-ci le hit info apparaît. Donc on va balancer ça ici, et il faut que je corrige un dernier truc, étant donné que j'ai supprimé le branch là. Le problème avec le projectile, c'est qu'il va partir même si on n'a rien touché, mais justement, une fois qu'il va arriver sur la fin, le trigger hit, en fait, c'est plus un trigger end, on va dire, de la trajectoire, peut-être qu'on n'a pas touché d'ennemis, et donc le hit info ici va nous donner une erreur parce qu'on va lui dire, ok, c'est bon, tu es arrivé en fin de vie, c'est pas grave, t'as rien touché, mais l'acteur que tu as touché, tu fais appel au apply point damage. Et si c'est pas bon, ça peut nous créer des erreurs, notamment du type accessed none, qui sont en fait des erreurs en général faisant référence à des variables qui n'existent pas. Et en l'occurrence ici, il n'y a pas d'acteur si ça n'a pas été touché. Donc là, je vais ajouter un branch juste avant. Hop. Et ce branch là, en fait, on va prendre le blocking hit qu'il y a ici dans le hit info. Et je vais venir brancher ça comme ça. Comme ça, au moins, cette partie-là, les dégâts qu'on doit faire à un ennemi, ne va être appelé que si le hit a touché quelque chose. Donc que ce soit un ennemi ou un mur. D'ailleurs, on peut faire des dégâts sur un mur pour le briser plus tard. Honnêtement, je sais pas, peut-être que je peux ajouter ça dans un épisode suivant. Et donc, maintenant que c'est corrigé, on va pouvoir finaliser la partie qui permet de faire apparaître notre projectile. Donc là, comment est-ce que nous allons faire? Ici, le spawn transform, il demande un transform. Donc si je fais un clic droit split struct pin, il me demande une position, une orientation et un scale. Pour la position, on aimerait faire apparaître tout ça sur le museau de l'arme de Wraith. Et comment est-ce qu'on va trouver ça? On va venir ici, je vais aller chercher le mesh de Wraith. Hop, il est dans Meshes ici. Si j'ouvre le squelette plutôt, là, vous pouvez voir que dans la hiérarchie du squelette qu'on a là ici, si je tape muzzle, on a le muzzle underscore 01, donc c'est un socket ici,
qui existe sur le museau de l'arme, justement. Et nous, on va faire apparaître notre projectile à cet endroit-là. Et comment est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit sur le muzzle 01. On va faire copy selected, copy, rename socket, tant qu'à faire. Et je vais copier le texte. Muzzle underscore 01. Attention, il faut que ce soit écrit exactement pareil. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser dans le AC Ravegun une fonction qui va nous permettre de récupérer la position de ce socket dans le monde et de dire, bah écoute, sur cette position-là, tu vas faire apparaître le projectile. Donc, je vais prendre le caractère, je vais prendre son mesh, get mesh, et je vais faire un get socket location. Le socket name ici, il faut que je mette exactement le même nom que muzzle underscore 01. Il faut qu'il y ait la majuscule, le underscore, sinon ça ne fonctionnera pas. D'où le fait que j'ai copié directement le nom. Donc là, je prends ça, je vais brancher ça là, et ensuite, l'orientation, qu'est-ce qu'on aimerait faire avec cette orientation-là? On aimerait en fait que le projectile soit orienté dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction vers laquelle il est censé partir. Et pour trouver cette direction-là, on va prendre le hit qu'il y a ici, on va faire un break hit result, et je vais devoir prendre la position finale du projectile, donc celle vers laquelle il doit se déplacer. Donc, pour le coup, on a deux possibilités. Soit il va aller jusqu'à l'endroit où on a touché, si c'est un mur ou un ennemi, ou soit il va aller au bout du trace, c'est-à-dire que si on n'a rien touché, on veut quand même aller au bout du trace et faire ce qu'on a à faire tout simplement. Donc là, je vais faire un clic droit, select vector, pour récupérer une de ces deux positions. Je vais brancher le blocking hit dans le pic A, ensuite le location, je vais brancher dans A, et le trace end dans B. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Tout ce que je viens de faire, c'est juste que s'il y a eu un blocking hit, donc si j'ai touché quelque chose, tu envoies la position de ce hit. Si je n'ai pas lancé, si je n'ai pas eu de hit, je veux le trace end, donc la position du point de fin du line trace. Voilà, c'est un truc à savoir, hein, d'ailleurs, que lorsque vous faites un line trace et qu'il y a un hit qui en sort, vous avez ici, dans trace start et trace end, la position de départ et d'arrivée du line trace. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette position? En fait, cette position-là, c'est le point de destination, ici, et cette position-là, c'est le point de départ du projectile. Pour trouver l'orientation qu'on aimerait avoir, je vais prendre ce truc-là, je vais faire un find look at rotation. Je vais brancher ça, comme ça, et ça ici. Et comment est-ce que ce nœud il fonctionne? Il permet de trouver une rotation en fonction d'un point de départ et d'un point d'arrivée. On lui dit, écoute, je suis au start, et je veux aller au target, je regarde, d'où le look at, je regarde au target de la position donnée, et vas-y, dis-moi quelle est ma rotation. Et donc, on sort ce truc-là. Du coup, on sait à ce moment-là que le projectile sera correctement orienté. Donc, si je compile ça, que je sauvegarde et que je lance l'exécution, là, si je tire, hop, vous pouvez voir que le projectile est bien orienté. Si je fais ça comme ça, voilà, tout fonctionne correctement. Alors là, on a presque finalisé cette partie dédiée au AC Ravegun, mais on va ajouter encore un petit son ici. Je vais faire un play sound at location. Et en fait, le son qu'on va ajouter, c'est un son qui vient aussi avec Wraith. Si je ne me trompe pas, alors je vais aller dans Paragon Wraith, Audio, Cues, et je vais taper ici Primary. Voilà, Wraith Effort Ability Primary. Donc ce son-là, lorsque vous allez l'écouter, vous allez voir que c'est le son que Wraith fait lorsqu'il utilise son arme. C'est une sorte, je sais pas comment on appelle ça en français, de l'expiation peut-être, enfin un petit souffle qu'il fait lorsqu'il tire. Donc je sélectionne le Wraith underscore Effort Ability Primary, et je vais retourner dans mon AC Ravegun, et je vais faire appel à ce son-là. Voilà. Alors, le volume, je vais le mettre à 0,5 parce que pareil, il est un petit peu fort pour moi. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Et la position, en fait, on va utiliser la dernière connaissance qu'on a eue là, le get socket location. Je vais brancher là. Et je ne vais pas laisser le nom du bone muzzle 01. Donc, cette fonction-là, elle s'appelle get socket location, donc ça prend la position d'un socket. Mais si vous mettez votre souris sur le nœud, vous voyez qu'il y a écrit get workspace socket or bone location. Et donc, à moins que ce soit le museau qui fait un bruit de Wraith, je pense qu'il vaut mieux choisir sa tête plutôt. Et donc, on va aller dans Wraith Skeleton.
et on va aller chercher sa tête. Alors, sa tête, elle s'appelle head. Donc le bone, c'est le bone head. Je vais copier le nom, ici, copy selected bone names, et je vais aller dans le AC Ravegun, et là, je vais coller. Donc c'est head tout en minuscule. Donc je compile ça, et en fait, comment est-ce qu'il fonctionne ce son-là? Si vous l'ouvrez, le Q, vous pouvez voir qu'ici, en fait, on a plusieurs sons différents, qui permettent d'ajouter un peu de la variété. Et au hasard, à chaque fois que nous allons jouer ce son-là ici, en fait, il va tirer au hasard un de ces sons-là et il va faire passer dedans. Donc là, pareil, hein, il n'y a pas le son, mais si je fais play, par exemple, vous pouvez voir que le courant, il passe dans un nœud différent à chaque fois que j'appuie play. Donc là, pas la peine de vous démontrer comment ça fonctionne vu que vous n'allez rien entendre. Et du coup, on va passer directement à la suite. Alors, comme d'habitude, j'espère vraiment que ce tuto vous aide beaucoup et qu'il vous apprend de nouvelles choses. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de faire ce genre de tuto. Et désolé d'ailleurs si j'ai pas pu assurer ces derniers temps en termes de timing, tout simplement parce que, bah voilà, avec la situation actuelle, c'est assez difficile. D'ailleurs, là, j'enregistre dans ma chambre, donc l'éclairage, c'est pas super, on va dire. Mais en tout cas, voilà, si ça vous plaît, si ça vous aide, si vous apprenez de nouvelles choses, n'hésitez pas à me laisser un like, car ça aide concrètement la chaîne à progresser sur YouTube. Et ces derniers temps, vous êtes beaucoup à liker, ça fait super plaisir. Merci. Et aussi, bah, si vous avez quoi que ce soit à dire, un petit bonjour, un bon courage, ou même quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me le mettre dans la zone de commentaires ci-dessous. J'essaie de répondre le plus vite possible et ça me fait toujours plaisir de toute façon de lire vos différents commentaires. Et voilà, donc on va passer à la suite du tuto. Du coup, on va retourner dans le BP Primary Projectile, ici, et nous allons finaliser pour commencer la fonction trigger hit. Alors, la fonction trigger hit. Donc pour le moment, si jamais le projectile a touché quelque chose, on va faire des dégâts à l'ennemi et nous allons jouer aussi un VFX. Alors le VFX qu'on va jouer, spawn emitter at location. Ce VFX là, ça va être lequel? On va aller le voir directement ici dans FX, Particles, Abilities, Primary. Voilà. On va aller chercher le hit character, donc c'est celui-là. Donc c'est un effet qui apparaît lorsqu'on touche un caractère, un personnage du coup, et le hit world. Donc là c'est lorsqu'on touche du décor. Alors, si vous regardez bien, vous avez aussi un hit world water, mais bon, on va pas traiter ce cas-là, puisque je pense pas mettre d'eau vraiment dans cette démo-là. Donc on va trouver un moyen de brancher ces deux effets directement ici. Ah, et il y a aussi un autre truc, c'est no hit. Celui-là, c'est justement lorsque le projectile arrive en fin de vie et qu'il n'a rien touché, on joue aussi un petit effet pour ajouter un peu plus de joli, on va dire. Donc primary projectile ici. Donc l'effet que je vais faire apparaître ici, c'est si jamais j'ai touché quelque chose, à ce moment-là, on ne sait pas si c'est du décor ou un player, parce qu'on peut aussi faire des dégâts au décor. Et donc ici, il va falloir choisir un émetteur en fonction. Donc là, je vais tirer un câble et je vais faire un select. Donc on va choisir ici, et il va falloir que je prenne le hit info. Je fais un break hit result. Et comme dans l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, celui dans lequel on traitait les headshots, on va récupérer le physical material. Ici, je vais faire un surface type. Donc on va vérifier, est-ce que c'est une surface de type default, weak spot ou base spot. Weak spot ou base spot, on va jouer le même truc, c'est celui qui touche le personnage, donc le hit character. Et le default, c'est si on touche un objet du monde. Dans ce cas-là, on va jouer le hit world. Donc, on va comparer avec le default ici. Je vais brancher ça là. Du coup, si jamais l'objet qui a été touché, l'acteur qui a été touché par le projectile est un physique material de type default, on va jouer ici, dans ce cas-là, le hit world. Donc c'est le Wraith Primary Hit World. Du coup, dans le false, en fait, c'est si jamais on a touché un personnage. Donc c'est le hit character. Donc le primary hit character. Maintenant, où est-ce qu'on va faire apparaître ça et dans quelle orientation? Déjà, la position, on va prendre un get actor location, vu qu'on fait apparaître ça au niveau du projectile. Le rotation, ça va être assez simple en fait, si on va prendre le normal ici. Donc si vous mettez votre souris dessus, vous pouvez voir que c'est le normal of the hit in world space for the object that was swept. Donc c'est la normale de l'objet qui a été bougé. Donc je prends cette normale là
Je fais un X vector et je branche ça ici. Alors, quand vous expliquez ce nœud-là, en fait, ce nœud-là, il va permettre de définir la rotation du projectile en quelque sorte. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça va vous donner en fait la normale du hit qui va permettre d'orienter correctement les projections de particules de ciment ou de sang lorsqu'on touche un ennemi. Donc voilà, ici, on a donc traité la partie où on fait apparaître les projectiles lorsqu'on a touché quelque chose. Et n'oubliez pas qu'on a le no-hit, donc l'effet no-hit. Celui-là, on va le brancher si jamais on n'a rien touché. Donc là, je vais faire un spawn emitter at location. Je vais venir chercher le hit ici, je le mets là. Et donc là, si on ne touche pas, on va faire un no hit. Donc primary no. Pareil, je vais prendre un get actor location. Je vais brancher ça ici. Et pour la rotation, je vais faire le même calcul. Je vais prendre la normale. Et je vais faire un rotation from x vector. Donc je branche ça ici. Et enfin, une fois qu'on a fait apparaître ces systèmes de particules et qu'on a fait les dégâts, ce qu'on veut faire justement, c'est qu'on veut détruire le projectile parce qu'il est arrivé en fin de vie. Donc à ce moment-là, on va faire une fois que tout ça c'est fini. Donc plutôt que de venir faire deux connexions comme ça ici, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, je vais utiliser plutôt un sequence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le sequence, c'est assez simple, il exécute ce code-là, et ensuite il exécute le code qui va venir ici. Et le code qui va venir ici, c'est un code du genre destroy actor. Donc à ce moment-là, une fois que les systèmes de particules qu'on a fait les dégâts, on détruit le projectile. Donc pour le trigger hit, c'est bon. Maintenant, nous allons passer à une autre partie du code qui va consister justement, c'est que là, on fait apparaître le projectile, on a la partie où il disparaît, mais on n'a pas la partie où il est censé se déplacer. Et donc, comment est-ce que nous allons le déplacer? Nous allons utiliser en fait une timeline, parce que tout simplement, c'est plutôt quelque chose de cosmétique. Le projectile, contrairement à un projectile de type physique, il ne va pas vraiment se déplacer et toucher sa cible. On sait déjà quelle cible on veut toucher, vu qu'on utilise des projectiles de type trace. Et donc, au moment où on tire, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller, mais on va quand même donner cette impression qu'il y a un projectile qui bouge. On va faire bouger ce projectile-là, et on va utiliser donc une timeline pour ce faire. Donc, la timeline, comment est-ce que ça va fonctionner? Je vais créer un custom event ici. Je vais appeler ça trigger movement. Alors, le trigger movement, comment est-ce qu'il va fonctionner? J'ai besoin d'un petit peu de place. Je vais mettre ça là, voilà. Je vais créer une timeline, je vais faire un clic droit, add timeline. Je vais appeler ça t trajectory. Et je vais ouvrir cette timeline. Alors, pour ceux qui ne fonctionnent pas, qui ne savent pas, pardon, comment fonctionnent les timelines, ça fonctionne un peu comme un event tick qu'on peut arrêter et relancer à notre guise. Donc ici, le play from start, on va lancer la timeline depuis le début, et en fait, on aura, à chaque fois, à l'update, ici, lorsqu'on va démarrer la timeline, on aura une valeur qui va être mise à jour un peu à chaque tick. Et dès qu'on va arrêter la timeline ne s'exécutera plus, tout simplement. Donc là, je vais ouvrir la timeline. Ici, je vais ajouter un float, et je vais appeler ça lerp factor. La timeline, on peut choisir aussi une durée d'exécution. Là, elle est de 5 secondes. Je vais mettre ça à 1 seconde plutôt. Je vais faire un clic droit, add. Je vais mettre ça à 0. Et un clic droit, add. Je vais mettre ça à 1. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mes tutos du lancer de hache de God of War, qu'est-ce que je fais ici en fait? C'est j'ai une timeline qui va durer 1 seconde et pendant cette seconde, elle va faire passer une valeur lerp factor de 0 à 1. Donc ici, lorsque je vais lancer la timeline, on peut aller de 0 à 1. Et pourquoi est-ce que je fais partir de 0 à 1? C'est tout simplement parce que je veux utiliser ce qu'on appelle un lerp. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire un lerp vector, et je vais brancher ça là. Et le lerp, comment est-ce qu'il va fonctionner? Il va de 0 à 1, et il va renvoyer une valeur ici, qui va aller de A à B en fonction de la valeur de 0 à 1. Donc pourquoi est-ce que j'utilise ce truc-là? C'est tout simplement parce que je vais faire ici un set actor location. Donc le set actor location, je vais brancher ça là, et je vais brancher ça ici. Je vais cocher le sweep parce que je veux récupérer les informations de si jamais le projectile touche quelque chose. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fonction-là va nous permettre de déplacer notre projectile pour aller d'une position de départ à une position d'arrivée. Alors, là, ici, je vais taper une petite logique, je vais faire un sequence,
Je vais brancher ça là. Et même avant tout ça, on va d'abord définir quels sont les points de départ et les points d'arrivée de notre projectile. Donc pour calculer ça, ça va être assez simple. Ici dans le begin play, on va créer une nouvelle variable. On va appeler ça start lock. On va mettre ça de type vector et je vais dupliquer ça pour appeler end lock. Donc c'est la position de départ et la position d'arrivée. Je mets le start lock ici, le end lock ici. Et comment est-ce que nous allons définir la position de départ et la position d'arrivée? La position de départ, c'est si simple, c'est get actor location. Donc la position au begin play. Et la position d'arrivée, c'est un calcul qu'on a fait un peu plus bas. Je vais aller le récupérer directement. Il est où déjà? Il n'est pas ici, il est plutôt dans le Wraith Gun. Voilà, ce calcul-là. Donc je l'amène ici dans le begin play. Donc je prends le hit info, je branche ça là. Alors pour rappel, ce calcul-là, qu'est-ce qu'il fait? Il définit le point d'arrivée du projectile. Donc est-ce qu'on a touché quelque chose ou est-ce qu'on arrive en fin de vie sans rien avoir touché? Donc là, on a la position de départ du projectile, donc là où il apparaît. On a la position d'arrivée. Et d'ailleurs, avant d'oublier, je vais faire appel ici au trigger movement. Donc une fois qu'on a défini la position de départ et la position d'arrivée, on va lancer les mouvements. Et les mouvements, ils vont faire appel à cette trajectoire-là, ici, qui va aller du start lock au end lock. Donc petit rappel, la timeline, une fois qu'on va la lancer, ici, le play from start, elle va faire évoluer le lerp factor de 0 à 1 en une seconde, et ce lerp factor va être branché dans le lerp ici, et en fait, il va faire évoluer finalement la position de notre projectile du start lock au end lock en une seconde. Et justement, nous, on ne veut pas forcément que ça dure une seconde, et étant donné que c'est un projectile, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit calcul qui permet de définir justement sa vitesse. Sa vitesse, et en fait, en fonction de sa vitesse, il va aller plus ou moins vite du start lock au end lock. Et donc, ce que j'entends par plus ou moins vite, c'est qu'on aimerait bien que cette timeline dure soit une seconde, soit moins, soit plus, en fonction de la vitesse, justement, du projectile. Et pour ce faire, on va faire un petit calcul. Ici, je vais créer un nouveau float. Je vais appeler ça, time, duration, to end lock. Donc la durée qu'il faut avant d'arriver au end lock. Je mets ça de type float et je vais brancher ça là. Donc, je vais créer un autre float que je vais appeler projectile speed. Le projectile speed, en fait, c'est la vitesse du projectile. Je vais la mettre à une valeur assez haute quand même, parce que c'est un laser, donc ça va plutôt vite, on va dire. Je vais mettre quelque chose comme 25 000. 25 000, et je vais brancher ça ici. Je vais faire un petit calcul. Alors, il faut que je prenne le start lock et le end lock. Je vais prendre la distance entre ces deux points, distance vector, que je vais diviser par la vitesse. Donc là, c'est des petits cours de physique ou mathématiques, je suis plutôt du lycée, qui vous permettent de définir la distance, la durée que va prendre un escargot pour arriver d'un point à un autre. En tout cas, c'est ce que ça me rappelle. Donc voilà, ici, en fait, grâce à ça, on va pouvoir calculer la durée que le projectile est censé prendre pour aller du point de départ au point d'arrivée. Donc, une fois que ça s'est fait, on aimerait donc modifier la durée de la timeline. On ne peut pas le faire comme ça ici, changer à la volée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer sa vitesse de playback. Et sa vitesse de playback, en fait, on va prendre la timeline ici, le T trajectory, et je vais faire un set play rate. Le set play rate, c'est simple, c'est la vitesse du playback, tout simplement. Si je mets à 1, la timeline avance à 1 seconde. Si je mets à 2, elle va à 0,5 secondes, et ainsi de suite. Et donc, dans notre cas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille à la durée exacte de duration to end lock. Et pour ce faire, on va faire ici un divisé, float. Je vais mettre 1, et je vais diviser ça par le duration to end lock. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que grâce à ce calcul-là, on va calculer une nouvelle vitesse de playback qui va permettre justement d'atteindre cette durée-là avec le temps donné. Donc, admettons que je ne change pas ce truc-là. Donc là, je compile, je sauvegarde et je lance. Donc, je tire. Et là, vous voyez que le projectile prend 1 seconde pour arriver à son point. Le problème avec ce genre de démarche-là, c'est que justement, si je tire comme ça, il va prendre 1 seconde pour arriver jusqu'au player. Si je tire sur quelque chose qui est tout près, il va prendre 1 seconde pour arriver au point d'arrivée.
Si je vais très loin, il va prendre aussi une seconde. Ça veut dire que plus je tire loin, plus le projectile va être rapide. Dans tous les cas, il va atteindre le point en une seconde. Et c'est pas bon parce qu'on aimerait que la vitesse du projectile soit constante. D'où le calcul que je vous propose ici. Et donc ça, lorsqu'on branche là, on fait varier la durée pour que en fait la vitesse soit constante. Et maintenant que cette fonction est terminée, il ne me reste plus qu'à brancher tout ce qu'il faut. Donc là, on lance le trigger movement dès que le projectile apparaît dans le begin play. Ici, on lance la timeline pour déplacer le projectile. Et ici, vous avez une sortie finished. Donc c'est lorsque la timeline est terminée, on lance justement l'événement trigger hit qui va permettre de faire apparaître les particules en question et faire disparaître justement le projectile. Donc il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et comme vous pouvez le voir, peu importe la distance de la cible sur laquelle je tire, on a bien notre projectile qui part. Donc là, on peut vraiment prendre en compte le sol, le corps d'un ennemi, et tout, peu importe, voilà, le projectile part toujours à la même vitesse. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à regarder l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous reproduisons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, ciao!